Antoine, tu viens? On va tester feu de camp? Ouais, j'arrive. Avant, je finis ma partie de Marvel Snap. Antoine, t'as encore laissé traîner ta vaisselle? Ouais, je m'en occupe, mais avant, je finis ma partie de Marvel Snap. Antoine, tu viens? Il faut filmer la vidéo. Ouais, j'arrive, mais d'abord, je finis ma partie de Marvel Snap. D'abord, je finis ma partie de Coucou YouTube! Salut Antoine! Alors aujourd'hui petite vidéo de nouveauté sans Alex parce que cette fois c'est lui qui est le grand chanceux en vacances. Il est en Bretagne, il est sûrement en train de se gaver de crêpes parce que c'est ce que font les Bretons. Ah, les crêpes au beurre salé! Voilà, c'est de toute façon à peu près tout ce que font les Bretons, des crêpes et de la bière. Maintenant que j'ai été raciste des Bretons, on va passer aux petites infos quand même de début de vidéo qui sont que à la fin de cette vidéo, il y aura un focus sur Kites, le prochain jeu phénomène un peu chez Matago qui sortira normalement vers le printemps. Donc voilà, n'hésitez pas à rester, c'est un petit jeu hyper dynamique et on va même y jouer et on a filmé une petite partie avec Thomas de Matago en spécial guest. Voilà, alors maintenant on va passer aux nouveautés. Et on va commencer avec du Matago. C'est drôle, hein, voilà. Antinomy, le nouveau de la gamme Duel, donc jeu à deux, petite pochette noire pour bien dire que c'est du duel. 30 minutes de jeu à peu près, on a testé, oui, effectivement, c'était 30 minutes de jeu avec Antoine. À partir de 8 ans, oui. Les règles sont extrêmement simples finalement. Ouais, c'est hyper casse-tête par contre. C'est très casse-tête. Donc 8 ans qui aiment bien, pas les échecs, mais quasi quoi. Il faut quand même. C'est très jeu abstrait. Ouais, en fait. très jeu abstrait. Donc on va y retrouver ce qu'on retrouve dans les jeux abstraits, effectivement des règles simples, mais de la difficulté à maîtriser. Et, en tout cas, on ne devient pas bon de suite. Une vraie courbe de progression. Ok, alors, nous sommes deux sorciers qui allons nous affronter pour récupérer des gemmes, on va dire des cristaux. Enfin, le thème est là, mais bon, pas vraiment là, on s'en fiche. On va avoir du coup deux bâtons qui vont représenter nos sorciers. On a d'un côté des petits récaps, et puis quand vous les connaissez par cœur, vous pourrez passer du côté joli, sans petit texte. Voilà, ils ont pensé le petit détail, c'est sympathique. Notre but, c'est de créer des paradoxes, principalement, pour récupérer ces fameuses gemmes. Les paradoxes, on va les créer en récupérant des cartes sur la ligne et en les mettant dans notre main. Dans notre main, à un moment, on pourra créer ces paradoxes, donc soit en faisant une association de 3 fois le même chiffre, sachant que les chiffres vont de 1 à 4, ou 3 fois le même symbole, sachant qu'il y en a 4, ou alors 3 fois la même couleur, sachant qu'il y en a 4 aussi. Du coup, à votre tour, c'est très simple, vous êtes obligé de faire des actions dans un ordre précis. Première action, c'est vous déplacer. Là, si vous voulez vous déplacer dans le futur, donc vous voyez la petite flèche qui dit le futur c'est à droite, eh bien, votre déplacement sera selon le chiffre de la relique que vous allez poser. Par exemple, moi j'ai envie d'aller récupérer le 1 qui est là, je vais poser un de mes deux 1. Donc, je sais pas, je vais vous poser celui-là. Et donc je vais me voyager jusqu'à la prochaine carte 1, que je vais prendre dans ma main et échanger avec celle que j'ai jouée. Donc déjà vous voyez il y a pas mal d'interactions à ce niveau là parce que je change totalement ce à quoi l'autre joueur peut accéder. Et mon bâton va rester ici. Ensuite, si j'avais fait un paradoxe, je pouvais l'annoncer et prendre un cristal. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je suis pas loin de faire un paradoxe orange ou un paradoxe de 1. Exact. Voilà, donc en plus, voilà, vous pouvez gérer sur plusieurs couleurs, chiffres, etc. Et vous adapter un peu aussi à ce que laisse l'autre. Et en tout dernier, vous pouvez peut-être faire un duel. Un duel, c'est si j'avais fini sur la même carte que mon adversaire. Comment on résout un duel? Eh bien, on va afficher notre main et celui qui a la plus grosse somme en additionnant ces chiffres peut voler un cristal à son adversaire. Évidemment, s'il n'a pas de cristal, vous êtes battu pour rien.
mais c'est assez malin d'essayer de le combattre si vous savez que vous avez des gros chiffres, parce que vous allez regarder aussi ce qu'il prend au fur et à mesure de la partie. Quasiment toutes les cartes sont là, les seules incertitudes ça va être celle-là. La carte qui est là-bas, on ne sait pas ce que c'est, on en a viré une au hasard, et on ne sait pas ce que notre adversaire a dans la main, donc c'est pas du pifomètre du tout finalement. Ouais, il y a beaucoup de contrôle, parce que vous surveillez ce que l'autre récupère, et du coup vous dites ok, je crois qu'il a pris tous les 4, autant vous dire qu'il est hyper puissant. C'est ce qui est arrivé pendant au moins 2 duels, Antoine, tu m'as affronté alors que j'avais quasi que les 4 en main. Ouais, c'était pas très malin, ouais. Et donc, ça sera au prochain joueur, pareil, il va déplacer son petit bâton en fonction. S'il veut aller dans le passé, parce que je vous ai montré le futur, s'il veut aller dans le passé, il va se déplacer selon la forme ou la couleur de la carte qu'il joue. Par exemple, si je suis ici et que je veux aller récupérer un crâne, je joue celle-là, parce que c'est un crâne, hop, je me déplace. J'ai le choix, je peux me déplacer à celui-là ou à celui-là, il n'y a pas de spécificité. Hop, et j'échange, et je prends ça dans la main. Maintenant, je vais vous parler d'une couleur maudite qui est représentée par cette carte-là, qui est également celle qu'on ne connaît pas, du coup. Et vous voyez, il y aura toujours à chaque tour une couleur maudite. Vous n'avez pas le droit de composer un paradoxe qui comporte cette couleur. Donc, en ce moment, c'est la orange. Dès que quelqu'un aura créé un paradoxe, on va avancer le petit cristal dans le sens horaire. Et donc, maintenant, ça va être la couleur bleue qui est interdite. Donc, vous pouvez soit vous faire bananer, parce que ça faisait un moment que vous créiez votre main de bleu, et bam, il fait un paradoxe. Oui, tu me l'as fait plusieurs fois. Et hop, il vous fait un paradoxe et votre main ne sert plus à rien, donc vous allez devoir tout changer. Ou alors, justement, vous êtes intelligent et vous essayez de prévoir. Vous n'allez pas tout miser sur la prochaine couleur maudite, parce que vous ne savez pas trop quand l'autre va vous faire un paradoxe et vous bananer la tête. Voilà. Vous avez à peu près tout le jeu, puisque pour gagner des cristaux, c'est créer des paradoxes ou voler à l'adversaire en gagnant des duels. Donc du coup, comme on disait, il y a beaucoup de contrôle sur ce que vous allez laisser à l'autre, ce que l'autre prend, ce que vous essayez de retenir de ce qu'il a en main, soit pour l'affronter, soit pour se dire ok, faut pas que je lui laisse de violet parce qu'apparemment il fait un paradoxe de violet depuis tout à l'heure, et prévoir aussi quelle couleur vous ne pourrez pas faire au prochain tour. Donc c'est très casse-tête, mais hyper agréable. Grave, j'ai vraiment bien aimé. Les cristaux ne sont pas dans la petite pochette, vous vous doutez. Là, on s'est fait plaisir, on a rajouté des cristaux maison. Sinon, la clé magique. Exactement. Sinon, vous rajoutez ce que vous avez sous la main. Nous, on a joué avec des sleeves qu'on avait sous la main. Des cartes, tout ce qui traînait. Totalement le job, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, mais comme d'hab, c'est que des cartes. Donc, mais tout ce que vous avez dans la poche, au fond de la poche, même les vieux chewing-gums, ça marche. Et voilà, ah oui, au fait, c'est de John Balucci, ou Balucci, je pense. Voilà, un magnifique jeu de chez Matago. On passe à toi. Allez. Et coucou à tous, on continue avec du jeu un peu plus expert avec Ibris Disordered Cosmos, mais avant on va parler un petit peu du Diamant d'Or, donc c'est récompense française pour les jeux experts, et ça y est, les jeux sont tombés, donc au sommet du podium Marrakech, Stefan Feld, le deuxième c'est Sabika, je m'en suis rappelé, et Tiletum en troisième position. Il y a plein d'autres jeux derrière qui ont suivi, je vous invite à vous renseigner. Marrakech, j'ai pas joué, il paraît qu'on est sur un petit bijou de Stefan Feld, de toute façon le Diamant d'Or, il se mérite. Ok, on reprend avec Ibris et ses extensions, on va y venir après parce que le jeu n'est pas arrivé tout seul. C'est un jeu dont on entend parler depuis un certain temps parce qu'il y avait eu un gros crowdfunding qui a bien fait parler de lui, qui a été un petit peu repoussé, Covid, tout ça. Il est enfin en boutique pour ceux qui ne l'ont pas eu jusqu'ici. C'est un jeu français, hop là. Va-t-on avoir le nom de l'auteur? Je l'ai pas prévu ce coup-là, dis donc. Je vais essayer de vous le trouver. En tout cas, c'est Aurora Games Studio. Ils sont à Gonpontouvre dans le 16. Voilà. Par contre, là on n'est pas du tout à Gonpontouvre dans le 16 en termes de thématique, puisque nous sommes dans un univers qui est le mélange entre la mythologie grecque, du steampunk, un peu oriental. Ils ont mélangé plein d'influences. Enfin, c'est avant tout la mythologie grecque, puisque dans cette boîte on va retrouver 4 personnages, Zeus, Poséidon, Athéna et Hadès. On en retrouvera d'autres dans les extensions. Ils vont batailler pour avoir le contrôle sur le monde, sur le cosmos, tout simplement, c'est des dieux quand même. Donc, c'est un jeu dans lequel on va faire des points, c'est un jeu expert, donc on va pouvoir faire plein de choses. Ça est très proche de ce qu'on peut appeler les jeux Eurogame, donc des jeux de gestion stratégie avec un thème très très fort, mais il y a un petit côté combat avec des cartes, donc dans ce sens-là on se rapproche un peu plus des jeux à l'américaine. Enfin, c'est un jeu qui est quand même très moderne, je trouve, dans son approche du jeu de société. Que va-t-on y faire? Eh bien en gros, on a chacun son plateau individuel, donc là le plateau de Athéna par exemple. On va avoir des belles figues. Oui, alors, petite digression à nouveau,
Le matos est magnifique et pour le prix, franchement, vous en avez pour votre argent. C'est des jeux qu'on est habitué à voir franchement à 20, 30, 40 euros de plus parfois. Ouais, une centaine, ouais. Ouais, carrément. Donc, on va avoir son plateau individuel sur lequel il va y avoir tout un tas d'informations, et surtout on va avoir notre figurine de notre personnage. On va aussi avoir des personnages secondaires, prophètes et héros. On va, lors d'une première phase de chaque manche, récupérer des bonus. Donc il y a 6 bonus par défaut. Chacun notre tour, on va en récupérer un. Ça va déterminer l'ordre de la manche et ça va vous donner un gros bonus à vous bien spécifique et un petit bonus pour vos adversaires. Donc là, rien que là, il va y avoir des choix à faire avec grande parcimonie. Puis on va entrer dans la phase principale où ça va être de la pose d'ouvrier en somme. On va pouvoir envoyer nos personnages dans différents lieux. On va commencer par ici, l'Olympe. Il y a plusieurs choses à faire. On va pouvoir y puiser dans le stock de prières pour accomplir des actions. Alors là, diverses et variées, je rentre pas du tout dans les détails, ça ne sert à rien, sinon je vais vous noyer dans l'explication de règles, mais il y a quelque chose qui est assez fun, en tout cas qui me plaît bien, c'est que on va récupérer par divers moyens la prière, donc qui est une ressource du jeu, une des rares ressources du jeu, qui va se stocker ici, et c'est un pool commun, c'est-à-dire que c'est un jeu de gestion de ressources, mais il y a une ressource qui est commune à tous les joueurs, et vous pouvez dire, moi je viens là, et je la dépense pour moi, égoïstement. Je trouve ça génial. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire sur ce lieu-là, on va pouvoir récupérer comme ceci des tuiles de technologie. On va les placer dans la forge des Phaistos, je suppose. Action qu'il est possible, c'est d'aller se poser là-bas pour faire progresser ces plans-là et vous allez pouvoir faire progresser les vôtres, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, faire progresser ceux de vos adversaires parce que ça peut vous rapporter des petits bonus également. Vous allez pouvoir, bien sûr, comme action, les achever. Et en fait, quand on va les achever, ces technologies, on va les mettre sur son plateau en attente, parce que plus tard, le but du jeu, ça va être d'aller les poser sur l'emplacement principal ici. On va également avoir ici les moires. Les moires, elles vous permettent de voir l'avenir, c'est ça la thématique. Parce qu'en fait, à intervalles réguliers, il va y avoir les primordiaux, donc c'est les titans en fait, Papa Chronos et compagnie, qui vont se réveiller et qui vont essayer de reprendre le contrôle. Grâce aux moires, vous allez pouvoir les contrer. Elles vont vous donner de quoi les contrer. Elles vont vous donner des astuces, en gros. Et donc, vous serez mieux équipé pour quand les primordiaux vont vous tomber dessus. Et donc, vous allez moins vous faire allumer, quoi. Autre chose qui est possible, c'est de récupérer des petits objectifs. C'est des petites cartes de destinée. Si vous accomplissez ces destinées, ça fait des points supplémentaires. Ça fait toujours plaisir. Et on va pouvoir également aller ici, dans le Colisée, pour aller combattre des personnages, des héros. Et là, on va retrouver tous les grands héros de la mythologie grecque. Si vous le combattez, ensuite vous le récupérez, ça vous fait des ouvriers supplémentaires, c'est pas mal. On va pouvoir aller dans les enfers. Dans les enfers, lorsqu'on a perdu des héros qui sont tombés au combat, on va pouvoir aller les récupérer, sachant que notre personnage à nous c'est un dieu, donc juste il est fatigué puis il revient, mais vos héros quand même, il faudra aller les chercher en enfer, ça va vous faire perdre du temps, c'est ballot, et vous allez pouvoir aussi, c'est là où sont enfermés les primordiaux, les titans, vous allez pouvoir puiser dans leur énergie pour récupérer une des autres ressources du jeu. On termine avec la zone principale ici, il y a différents lieux, vous allez pouvoir vous y poser pour aller poser les technologies que vous aviez précédemment acquis. Vous allez pouvoir également faire des effets divers et variés qui ne sont pas les mêmes d'un emplacement sur l'autre. Lorsque vous allez poser une technologie, vous allez bénéficier d'un bonus immédiat et souvent aussi il y a des petits bonus à long terme qui se déclenchent à des moments bien précis, etc. Parce que vous allez en bénéficier vous, parce que vous allez mettre votre tête dessus. Un autre joueur peut dire non, tu ne bénéficieras pas de ceci, je te conteste et on va s'affronter entre joueurs. Les affrontements, que ce soit ici dans le Colisée ou que ce soit entre joueurs ou même ici, parce qu'il y a encore un lieu dont je vous ai pas parlé, ça va être à base de cartes. On a un deck de cartes qui n'est pas le même parce que c'est un jeu qui est quand même assez asymétrique. Je dis assez asymétrique parce que c'est pas Root, mais quand même fortement asymétrique. Oui, c'est Root qui est plutôt fortement asymétrique. Celui-ci, oui. En gros, à part votre paquet de cartes et votre plateau, après vous jouez pareil en gros. Bref, je digresse. Il va pouvoir vous contester et donc vous allez combattre à base de cartes. Voilà l'idée. Dernier lieu, parce que quand même c'est important, hop, ici, vous allez pouvoir faire des quêtes. Alors c'est dommage, on voit pas tout grâce au texte, mais enfin on voit que par exemple ici, on peut aller tenter de terrasser l'hydre de l'herbe, c'est plutôt cool. On va pouvoir donc y envoyer nos personnages, et là aussi il va y avoir un système de combat à base de cartes. Le système de combat à base de cartes, quand vous combattez des personnages ou quand vous combattez des joueurs, n'est pas tout à fait le même. Il y a des petites finesses, même si il y a une part de hasard quand même. Voilà.
Voilà donc pour Ibris en gros, parce que... C'est déjà beaucoup. Ouais, ça fait déjà beaucoup d'informations. Et je suis loin de faire de l'explication de règles. Si ça vous branche, je suis sûr qu'on peut trouver des vidéos d'explication de règles. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui. Il arrive immédiatement avec ses extensions. C'est ça qui est sympa aussi quelque part quand on a des crowdfunding qui arrivent en boutique. Extension Amour et Haine, ça va rajouter Arès et Aphrodite. plutôt cool. J'aime bien leur look. Arès, il est pas là pour faire dans la dentelle, c'est gros bourrin. Je suppose qu'on a des bonus de combat, alors vraiment je suppose. Je me suis laissé dire par David qui a acheté le jeu que lui là, Arès, il prenait 2 emplacements sur le plateau et que ça faisait partie intégrante des mécaniques de jeu. Donc ça pousse un peu plus la symétrie. Ah oui, sympa. il est gros, hein. Et Aphrodite, elle met à 0 les points de vie, et en fait, quand ça arrive à 0, elle est séduite. Oh, ben... stylé. On s'est fait la réflexion aussi tout à l'heure avec Alice. Ça fait plaisir de pas voir une Aphrodite à moitié à poil pour une fois quand même. C'est clair. Parce que c'est pas censé. C'est pas non plus ce qui la caractérise le mieux. Hop là. Ah, Apollon. si. C'est vrai que c'est un Apollon. Un peu mexicain, hispanique. Il aurait pu jouer dans un film Zorro sans problème. Il aurait pu jouer Don Diego de la Vega. Ça passerait inaperçu. On va avoir la boîte Cataclysme où dedans il y a. Artémis. Elle est rousse, enfin rouge. Depuis tout à l'heure, je veux confondre avec Athéna, mais non, ça n'a rien à voir du tout. Et donc là, c'est l'extension Cataclysme. On va y combattre des cataclysmes, on va y combattre des primordiaux. Hop là. Et pour terminer, Trahison Divine. Alors les extensions, je rentre vraiment pas dans les détails parce que moi-même je les ai survolées. Il y avait suffisamment à dire pour le jeu de base. Trahison Divine qui va rajouter un mode solo et coop, c'est bien ça? Oui, et oui, tu combats Chronos, donc c'est pour tout le monde. Et ça, c'est qui? C'est le fils caché de Jafar. Hermès, enfin Alice. Mais voyons, regarde cette barbichette. Voilà, je trouve la direction artistique très cool. En tout cas, il y a un joli parti pris dans son univers. Je le dis à nouveau, c'est un gros jeu expert français avec de la figue, avec de la pose d'ouvrier. Il y a un petit peu de deck building, mais enfin, c'est pas ce qui caractérise le jeu non plus. Je brûle d'envie d'y jouer, tout simplement. Mais là, pour l'instant, eh bien, on va vous montrer un autre jeu. Attends, tiens. Ok, c'est parfait. C'est bon? Oui, toi, bien. Je récupère un micro pour qu'on m'entende à peu près, et en avant. C'est schlag, hein, on est que 2, on se passe la caméra comme on peut. C'est mieux quand il y a plus de mains, quand il y a plus de moyens. Bon, on s'en sort très bien. C'est quand qu'il revient, Alex? Non, pas longtemps. Ratus Big Box, c'est une réédition d'un vieux jeu, assez vieux de ce que j'ai compris. C'est de Az and Henrik Berg. Ils ont dit Big Box, c'est par Matago, parce qu'ils ont réuni dedans les 4 extensions qui existaient à l'époque. Le tout pour, je sais plus, une 60aine d'euros. Donc c'est quand même pas mal. C'est à partir de 10 ans. En vrai, ça peut même être un peu plus jeune si c'est des enfants qui ont l'habitude, parce que on dirait que c'est stratégique avec ce style un petit peu, ce parti pris graphique, mais pas du tout. C'est presque du jeu d'ambiance. Ouais, c'est du jeu familial, quoi. Ouais, voilà. C'est un jeu par contre chafouin. On se fait des crasses. Donc c'est de 2 à 6 pour 45 minutes de jeu. Et 45 minutes de jeu, c'est vraiment quand on est à 6. Ça veut dire que quand on est moins nombreux, c'est moins long, c'est très dynamique, parce que vous avez très peu de choses à faire à votre tour. Bon, l'histoire, vous vous en doutez avec ce thème, c'est la peste qui ravage l'Europe en 1347. Et donc on va incarner chacun une faction, en gros, qui va être reliée à un continent, voilà, l'Afrique, la France et plutôt du coup l'Europe de l'Ouest. Et on va tous du coup avoir nos petits personnages avec notre couleur. Notre but en gros c'est de survivre jusqu'à la fin de la partie, voilà, d'être celui qui a le plus de bonhommes qui a survécu aux différentes vagues de maladies. Comment ça va se passer à votre tour? C'est très simple, vous faites popper un monsieur sur là où vous voulez. Et vous en faites popper autant que de jetons de rats, qui sont face cachée pour l'instant, qu'il y a sur votre emplacement. Donc, je sais pas, là pour l'instant, sur l'exemple, vous allez poser qu'un seul bonhomme, parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul jeton. Mais au fur et à mesure de la partie, il pourrait y en avoir plusieurs qui vont s'accumuler, donc c'est peut-être plus intéressant de mettre plein de bonhommes à un endroit, mais vous vous doutez que s'il y a des jetons rats, ça sent mauvais, hein, donc c'est risqué. Vous faites popper plein de gens, mais ils peuvent y passer. Ou alors, soit vous faites popper, soit vous prenez une carte de faction, sachant que chaque faction, en gros, va avoir un pouvoir. Il y a les nobles, les chevaliers, les prêtres, les paysans, les sorciers. Chacun a son petit pouvoir.
Et les pouvoirs vont vous aider. Par exemple, le paysan, eh bien, il va vous faire popper plus de bonhommes. Donc c'est bien, il va accroître votre population. Sauf que plus tard, peut-être, ça va se retourner contre vous. Pourquoi ? Eh bien, parce que à chacun de vos tours, le jeton de la peste, qui est très stylé parce que c'est un médecin de la peste, va se déplacer d'une case autour de lui. Voilà, c'est à la convenance du joueur. Et là où il va arriver, eh bien, s'il y a des jetons peste, il les révèle. Et de l'autre côté, sur ces jetons, il va avoir plein de trucs un peu aléatoires, qui est que déjà, il y a le gars qui est majoritaire sur cet emplacement va perdre, je sais pas, 2 gars par exemple. Puis ensuite, c'est aussi le gars qui contrôle la faction, je sais pas, des prêtres. Et puis ensuite, après, c'est le gars qui contrôle les paysans. Donc justement, son pouvoir aux paysans, il était cool, mais quand ça vous tombe dessus, et c'est totalement aléatoire, donc vous pouvez pas prévoir, et ben ça se retourne contre vous. Sauf que vous ne pouvez pas rendre vos cartes faction quand vous les récupérez. Vous les gardez jusqu'à ce que quelqu'un vous les vole. Donc, ben vous avez presque envie que les autres vous les volent parce que vous les prenez pour le bon effet, mais après vous êtes genre ok ça va puer, y a pas quelqu'un qui veut me le reprendre là parce que voilà, ça va me retomber dessus. Je crois que les chevaliers, genre, ils traînent la peste derrière eux, parce que bon, ils laissent des cadavres derrière eux, ça pue, la maladie, tout ça. Et il y a des pouvoirs aussi qui font que le médecin de la peste peut avancer plus loin. Donc soit vous l'éloignez de vous, soit vous l'envoyez chez un adversaire pour qu'il aille lui faire puer sa peste. Et à chaque tour aussi, vous allez faire popper du coup plus de jetons de rats de plus en plus autour du médecin de la peste. Donc c'est comme ça qu'il peut y avoir plusieurs jetons qui s'accumulent à un même endroit. Et voilà, on va continuer comme ça, sachant qu'il y a 4 extensions, comme je vous disais, dans cette boîte, ce qui fait que déjà vous avez plein de factions, genre un tas comme as de factions avec chacune leur pouvoir très différent. Vous avez aussi des petits jetons qui peuvent améliorer les pouvoirs de vos personnages et qui en plus sont pas volables, ça c'est cool. C'est-à-dire que vous améliorez votre chevalier, mais si quelqu'un vous le vole, il vous vole pas l'amélioration, vous la gardez et vous la remettrez sur votre chevalier si vous la revolez. Donc voilà, il y a plein d'extensions comme ça. Et voilà, c'était donc Ratus Big Box chez Matago. J'enchaîne. Ça va les bras ? Ça va, je tiens, pas de soucis. Surveille le temps aussi. Call to Adventure. Ouais. Ah, on est trop content. Epic Origins. Du coup, c'est la nouvelle boîte, on va dire, du premier qui était sorti. C'est autant un standalone qu'une extension. Donc, on va retrouver le jeu classique, c'est-à-dire que vous allez créer votre personnage qui est quelqu'un qui a un métier, je crois, c'est ça ? Donc, qui a un but et qui a un destin. Le destin, vous le gardez caché, c'est ce que vous allez essayer d'atteindre pendant la partie. En gros, vous créez votre personnage et vous allez le faire évoluer, soit en héros, soit en anti-héros, en traversant des épreuves qui vont vous demander certaines caractéristiques comme un jeu de rôle. Quand vous les réussissez, ça va vous apporter des bonus. Ça va peut-être vous faire augmenter votre caractéristique justement pour mieux faire face aux prochaines épreuves. Si vous les ratez, il se passe des trucs pas cool. Et vous allez continuer comme ça pour jusqu'à la fin des 3 actes, on va dire, donc les 3 manches, pour voir qui a réussi à faire le plus de points pendant la partie et aussi à réaliser son destin final qui donne plein de points. Quelle est la différence avec la première boîte ? C'est surtout le thème, sinon c'est exactement la même chose. C'est que là, Epic Origins, vous allez plutôt être dans un univers vraiment médiéval fantasy. Le premier était plus médiéval, il y avait quelques trucs un peu fantasy, genre souvent les créatures qu'on affrontait, bon, c'est des trucs un peu fantastiques, genre des monstres, mais sinon, c'était plutôt du médiéval. Là, vous allez avoir du fantasy parce que vous pouvez incarner des demi-elfes, des nains, vous allez croiser des fées, des trolls, voilà. Donc c'est plus l'univers qui va changer dans cette boîte-là. Sachant donc que vous pouvez la mélanger avec la première. Voilà, c'était Call to Adventure Epic Origins. On tourne ou on se fait passer la caméra ? Bon, on peut faire passer la caméra. Allez. Oui, ça bouge, désolé. Hop, retenez-vous de vomir, on ferme les yeux. Voilà, c'est bon. On va passer à Tiwanaku. C'est un vrai ovni. Pas facile à expliquer, mais enfin je vais m'y atteler du mieux possible pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est que Tiwanaku. Donc un jeu de Olivier Grégoire illustré par Raphaël Samac. En gros, si je devais résumer, pour vous donner une idée générale, je vais rapprocher le micro, voilà, déjà ça c'est fait, hop. On est entre un jeu abstrait, donc pensez, j'en sais rien moi, dames, échecs, etc. Et un jeu de déduction.
pour le coup assez moderne. Pensez Planète X ou Cryptid ou Turing Machine plus récemment par exemple. Voilà. On est vraiment à la croisée de ces deux types de jeux. Alors c'est deux types de jeux, en tout cas pour les gens qui aiment la logique, ça c'est certain, mais qui se ressemblent pas trop au premier abord. Et donc là ils ont réussi à bien marier ça. Que va-t-on faire ? Déjà, il y a plusieurs modes de jeu, compétitif, coopératif, solo. Moi, je vais vous parler du compétitif parce que, d'une certaine manière, le coopératif et le solo vont fonctionner de la même manière. Ça va être des sortes de variantes de l'idée, mais la mécanique est exactement la même. On va essayer de faire des points. En début de partie, on va choisir un disque. Des disques à l'intérieur de la boîte, il y en a 30. Ce sont des scénarios. Ils sont rejouables, à moins que vous les mémorisiez complètement. Enfin, bon courage, à moins d'avoir le cerveau de Monsieur Spock. Ça va être très très compliqué. Oui, référence de geek. Et puis, on a des petites roues de scénarios supplémentaires parce que c'est cool. Cette roue, elle a deux côtés. Il y a un côté qu'il ne faut pas regarder. Je crois que c'est celui-ci qu'on n'est pas censé regarder. Enfin, là, pour la vidéo, c'est pas bien grave. Et il y a un côté qui va nous indiquer la mise en place de base. Et ensuite, ce disque, une fois qu'on a fait la mise en place, on va aller l'insérer là-dedans. Alors ça, le matériel est trop cool. Mais alors franchement, c'est génial parce que voilà, c'est une espèce de gros... je sais pas, de petite machinerie en carton. Alors, en gros, ça vient accueillir votre disque, tout simplement. Et il y a des petits clapets, des petits tiroirs qui s'ouvrent, clac, pour afficher, cacher des informations. Donc du côté, on va voir la mise en place, on va vous donner certaines tuiles et certaines cultures que vous allez poser. Les tuiles, vous les voyez, ce sont les petits socles là, il y en a de 4 couleurs différentes, et puis les cultures, ce sont les petits ronds, les petits jetons ronds dessus, il y en a de 5 tailles. Et voilà l'idée, on va mettre le disque. Le but du jeu, pour faire des points, en gros, ça va être de deviner ce qu'on va trouver dans les emplacements manquants et lorsqu'on va trouver de quel type de terrain il s'agit, quel type de culture il y a dessus. J'ai fait un parallèle tout à l'heure pour essayer de l'expliquer à Alice qui fonctionne plutôt bien. C'est une sorte du jeu du démineur, vous voyez, le jeu sur ordinateur, mais plus. Mais l'idée est là, vous avez quelques informations, et ces informations vont vous permettre de trouver ce qu'il y a sur les autres emplacements, parce qu'il y a une logique. Alors, la logique, c'est que il va y avoir des zones de différentes tailles, elles font de 1 à 5 cases maximum, donc les zones de même type de terrain. Elles ne peuvent pas être côte à côte, elles ne peuvent pas être non plus côte à côte, même en diagonale, elles sont forcément espacées d'une case. Suivant leur taille, il va y avoir des cultures de taille similaire, donc je m'explique. Si vous avez une zone de taille 3, il y aura des cultures de taille 1, 2, 3, et pas 4, 5, ce sera forcément 1, 2, 3. Les cultures en elles-mêmes ont aussi une logique de placement vis-à-vis les unes des autres. Et donc quand vous avez des informations sur les cultures, ça peut vous donner des informations sur les terrains et inversement. Voilà, vous la sentez, la logique, d'où le côté un petit peu Turing Machine aussi, je trouve. Mais je vous l'ai dit, c'est quelque part aussi un jeu abstrait. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des personnages qui sont sur ces emplacements-là. Et ces personnages, on va pouvoir les déplacer selon certains critères. Et lorsqu'ils vont arriver sur une case vide, c'est là où vous allez pouvoir tenter de découvrir ce qu'il y a. Donc vous allez faire votre théorie et vous allez ouvrir le clapet de gauche pour voir le type de terrain. Si vous trouvez dans l'immédiat, ça vous donne pas de bonus, contrairement au type de culture, vous allez voir juste après. Par contre, ça va être intéressant de trouver tel et tel type de terrain dans une séquence. Pourquoi ? Parce que quand vous trouvez un type de terrain, votre petit pion ici va augmenter et vous allez gagner autant de points qu'il y a de jetons de votre couleur, donc de jetons à vous, sur la même ligne. Donc en fait, si vous montez les 4 couleurs palier par palier simultanément, ce qui va se passer, c'est que vous avez des possibilités d'engranger énormément de points. Alors que si vous montez d'abord tout le vert, puis tout le jaune, puis tout le bleu, il y a des chances que vous fassiez que 1 ou 2 points maximum à chaque fois. Voilà l'idée. Et après, quand vous arrivez sur un type de terrain, comme action, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer de deviner le type de culture. Et là, vraiment, il y a un côté guessing, parce que vous allez dire, moi, je pense qu'il y a ça. Et vous allez vérifier. Et si vous aviez raison, vous gagnez des points bonus sous forme de petites offrandes que vous pourrez dépenser plus tard pour vraiment faire des points bruts. En gros, à nouveau, j'essaye de ne pas faire de l'explication de règles. L'idée, c'est vraiment vous donner cette idée générale de ce que c'est que ce jeu. C'est un vrai ovni, c'est vraiment un vrai ovni. Tout à l'heure, quand j'ai regardé des vidéos et que j'ai lu les règles, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour expliquer ça ? Et bon, je pense que je m'en suis à peu près bien sorti. Il y a là aussi plein de vidéos qui en parlent, on peut trouver les règles assez facilement. Et si vous aimez les jeux de logique pure, foncez, parce que solo, coopératif, compétitif, et puis il y a de quoi faire. On continue avec Traqué. Nous avons 2 boîtes dans la gamme Traqué, Colonie Minière 415 et Kobayashi Tower. Donc ce sont des jeux de Gabe Barrett, je crois que c'est même chez Barrett Edition, quelque chose comme ça. Donc il y a un homme derrière tout cela.
Ce sont des jeux solo, comme on peut le voir, on est dans le rayon des jeux solo, ça s'y prêtera très bien à jouer à deux, on prend les réflexions ensemble, on prend les décisions ensemble, il n'y a pas de souci. Inspiré de films bien connus, puisque ici c'est très clairement Alien, et ici c'est très clairement Die Hard, Piège de cristal. Que va-t-on y faire? Va falloir qu'on s'échappe ici de la colonie minière parce que y a plein d'aliens et que c'est pas très sympa d'y rester parce qu'ils ont un petit peu envie de nous bouffer. Et dans Kobayashi Tower, un peu comme dans le film, il va falloir libérer notre femme / amoureuse qui a été prise en otage au sommet de la tour tout en sauvant quelques otages quand même au passage. Ça peut être sympa. Les deux ont une mécanique commune, un socle commun, mais avec des petites différences. En gros, comment va-t-il se passer? On va naviguer d'étage en étage, on va se balader, et, dans ces étages, on va pouvoir trouver des cartes. Parce qu'en fait, pour passer à l'étage suivant, il y aura besoin de certains symboles. Donc là, on voit que pour passer à l'étage suivant, est-ce que j'ai quelque part un symbole? Non, c'est dommage, j'en ai pas dans l'immédiat. Pour passer à l'étage suivant, il faudra toujours des symboles bien précis. Ces symboles, on va les trouver sur des cartes, et donc on va pouvoir choisir d'explorer l'étage dans lequel on est actuellement en retournant des cartes. Il y a un côté un petit peu stop ou encore, vous allez voir. Ces cartes, elles vont donc vous donner des symboles qui vont faire progresser, mais pour obtenir ces cartes, il faudra aussi certains autres symboles. Et ouais, forcément. Donc, admettons, si j'ai des traces de pas, eh bien, ça me permettra d'avoir la petite loupe. Il me faut 2 petites loupes pour passer à l'état suivant. Oui, mais pour avoir cet objet qui me donne les traces de pas, il va falloir que je fasse ça. Bon, voilà en gros l'idée. Il faudra trouver des objets qui vous permettent de trouver des objets. Parmi ces objets, on va trouver des symboles comme ceci, des petites clochettes qui vont attirer les monstres et puis dans l'autre boîte les criminels, quoi. Et il va y avoir des phases de combat. Et c'est là où le jeu diffère un petit peu, puisque dans celui-ci, à l'intérieur de la boîte, il va y avoir un alien dessiné avec une cible sur cet alien. Et là, vous allez avoir des munitions. Donc, suivant quelle arme vous allez avoir, eh bien, vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes munitions. Avec le pistolet de base, ce sont des petites munitions. Et si vous trouvez le lance-grenade, ouais, c'est ça, lance-grenade, vous allez pouvoir jeter la grosse munition. Et vous avez du coup plus de chances de toucher la cible. Donc là, il y a une petite partie d'adresse. Je trouve ça vraiment assez fun. C'est rare qu'il y ait de l'adresse, et surtout dans un jeu solo. Et en vrai, c'est fun comme mécanique, l'adresse. Dans Kobayashi Tower, on va y jeter des dés. Là, c'est un peu plus classique pour le coup. Et même chose, vous allez pouvoir lancer plus ou moins de dés selon certains critères. Sachant que quand vous allez être fatigué, vous allez avoir des malus dans l'un comme dans l'autre. Bref, c'est comme ça que vous allez gérer les combats. Les combats, souvent, ils sont vraiment à votre désavantage, notamment, je vous l'ai dit, dès que vous allez commencer à subir un petit peu des dégâts, vous allez vous manger malus, et à partir du moment où on mange malus, on mange à nouveau malus parce qu'on perd plus souvent les combats, et voilà, c'est la pente descendante vers la défaite. Donc on va éviter les combats. Pour éviter les combats, on va pouvoir choisir de cleaner les objets. Donc en gros, j'ai mis des cartes devant moi. Je vois que je commence à avoir des symboles de clochettes, que je trouve pas spécialement d'objets qui m'intéressent. Bon, là, je décide de me cacher l'espace d'un instant. Ça va virer toutes les cartes. Et ça va me permettre de commencer une nouvelle série de cartes pour essayer à nouveau de trouver les bons enchaînements de symboles, ou simplement pour récupérer les objets qui vont m'aider, les grenades, etc. Seulement, vous perdez du temps quand vous faites ça. Et le temps, c'est aussi une ressource importante du jeu, parce que quand vous avez plus de temps, vous avez perdu. Voilà en gros pour traquer. C'est assez fun à jouer. Et encore, moi, j'ai pas joué à celui avec de l'adresse, alors que ça me fait marrer. En plus, je suis plus Team Alien que Team Die Hard. Vous êtes Team Alien ou Team Die Hard? Mettez dans les commentaires. On est quand même sur YouTube. Mais avec les dés, le Kobayashi Tower, il marche vraiment bien. C'est vraiment plaisant, c'est du bon jeu solo. Et je crois qu'Alice a un autre truc à nous montrer. Oui. Bip 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 bip. Bip. Voici la nouvelle boîte dans la gamme des Pixel Games. C'est chez Matago. Et donc du coup on avait déjà Level 10 Cyberdoom Tower et One Card Dungeon. Voilà. Désormais un serre-coin. Un serre-coin tout play. Donc Insert Coin, pareil, inspiré des vieux jeux vidéo. Là très clairement on a une borne d'arcade. Et ça va être un flip and draw. Donc du coup, notre but, c'est de remplir nos petits bonhommes au maximum. Donc déjà, en début de partie, on aura chacun une feuille vierge de tout dessin. Et on va tirer des cartes en début de partie. Et on va choisir 3 formes qu'on va dessiner. On va juste dessiner les contours. Après, on les remplira pendant la partie. Et ensuite, on va tirer des cartes au fur et à mesure de la partie. Et on va tous choisir soit cette forme-là, soit cette forme-là.
qu'on va dessiner dans un de nos bonhommes. Voilà, on choisit lequel, sachant que remplir des bonhommes, à quoi ça me sert? C'est pas forcément ce qui va me rapporter des points, quoique, mais c'est surtout que si j'en complète un, comme là, mon petit bonhomme, il s'appelle comment déjà lui? Il s'appelle Ultra Robot, et ben je peux déclencher son pouvoir. Alors, on a tous un petit récapitulatif des pouvoirs, donc du coup en plus vous pouvez voir ce que les autres ont et que s'il est complète, qu'est-ce qu'il peut vous arriver, parce que soit vous avez des pouvoirs qui vous fait des bonus à vous, soit qui vont embêter les autres, soit qui pourraient vous protéger contre des effets des méchants. Donc déjà en plus au début de la partie, quand vous choisissez les formes, les petits bonhommes que vous allez dessiner sur votre feuille, vous essayez aussi de vous dire ok, ce pouvoir il est plutôt stylé, j'ai envie d'aller emmerder les autres donc je vais prendre celui-là. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la pioche. À la fin de la pioche, on va compter déjà les cases qu'on a remplies dans notre bonhomme. Évidemment, plus on la remplit, donc plus on a de points. On va aussi compter les pièces qu'on a réussi à garder. Et on va compter aussi nos points de vie, les points de vie qu'on perd parce que un adversaire est venu nous taper. Et voilà, et c'est tout simple, c'est comme ça. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait un focus il y a plusieurs semaines de cela. Oui, il va falloir scroller un petit peu dans la chaîne YouTube, je crois. Ouais, voilà. Bon, on a quand même une playlist focus. Mais si on tape Insert Coin, normalement, on le trouve facilement. Ouais, voilà, on devrait apparaître, parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos, en tout cas à l'époque, là-dessus. Et c'est... quand même, je donne les infos. C'est à partir de 8 ans, c'est pour 2 à 8 joueurs, et c'est 20 minutes de partie. Et c'est M. Saloni et Zemilio. Voilà, okay, c'est parfait. Bon, j'ai dit toutes les infos. On passe derrière le comptoir ? Actu JDR derrière le comptoir. Actu JDR avec une moto qui passe. Cross moto qui passe, très bien, ça c'est fait. Du jeu de rôle, des suppléments pour Maléfice, la réédition de Maléfice qui était sortie il y a pas longtemps, 1 ou 2 semaines je dirais. Et on a déjà des suppléments qui arrivent vite. Je râle souvent parce que les suppléments mettent longtemps à arriver, et là depuis quelques temps, il faut avouer que ça bouge bien, notamment pour du Arcane Asylum, c'est très bien. Nous avons donc, pour Maléfice, l'écran, tout simplement. L'écran de jeu, l'indispensable du MJ. Nous allons avoir, hop là, 2 livres. Alors comment se nomme-t-il déjà? Enquête maléficieuse, ainsi que les enquêtes du club Pythagore. Et ce sont 2 petits suppléments, hop là, ils sont pas bien épais, mais dans chacun de ces suppléments, on va trouver 2 scénarios, et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits scénarios sous le coude quand on se lance dans une gamme, qu'on est MJ et qu'on se sent pas encore d'écrire ses propres scénarios. Donc voilà, et c'est pas venu tout seul, une fois de plus, parce que, hop là, il est là. Il y a le petit jeu de tarot, alors ils disent le grand jeu de la connaissance, moi je trouve que c'est un petit tarot, mais c'est le grand jeu de la connaissance, ça sert simplement à jouer dans Maléfice, donc c'est quand même assez utile si vous avez le livre de base. Hop là. On quitte le jeu de rôle, mais on va rester dans du narratif avec Lovecraft. Donc c'est une gamme qui s'appelle Z Adventure, c'est la boîte numéro 1. Si ça fonctionnera, on vous proposera les boîtes suivantes, mais pour l'instant, en tout cas, ça donne bien envie. Alors, je pense que je vais y jouer ce week-end et je vous en reparlerai probablement. C'est un jeu de Sylvestre Pastor et Pablo Vidal, et c'est un jeu Zacatrus, c'est un petit éditeur qui fait des jeux qui viennent d'Espagne, voilà, et là qui sont zonés en français, donc on va découvrir tout ça. Et moi, du Lovecraft, j'ai trouvé ça très alléchant, donc forcément, je vais vous en parler un petit peu, puis on a sorti le matériel. C'est du jeu d'aventure, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente. Moi je vous le décrirai comme un livre dont vous êtes le héros, avec des petits standees, avec des personnages, avec des dés, avec des tokens, avec des cartes, et surtout, hop là, vous allez avoir cette espèce de petit livre classeur comme ceci, avec différents plateaux qui représentent différents lieux, différentes actions, différentes choses qu'on pourra rencontrer. Hop là, je vais pas trop vers la fin, parce que vers la fin il y a du spoil, tout à l'heure je me suis spoilé un petit peu bêtement, mais là il y a rien, vous inquiétez pas, lisez juste pas trop. On va donc, hop là, se déplacer avec nos personnages, c'est pensé pour 1 ou 2 personnes. Donc, je vous dirai, je pense que je vais jouer en solo et à 2 pour voir un petit peu, je vous en reparlerai quand ce sera fait. On est dans l'univers forcément de Lovecraft, donc ça va être de l'enquête, on va être au début du siècle dernier, et on va enquêter sur des phénomènes étranges liés aux dieux anciens, et on va avoir donc 2 aventures. Donc il y en a une qui se nomme La couleur tombée du ciel et l'autre Le cauchemar sur Innsmouth. On retrouve du grand Lovecraft, on n'est pas perdu jusqu'ici si vous connaissez un petit peu l'univers. Et dans ce livre plateau, il va y avoir 40 plateaux
différents. Je pense que quand on fait une partie, on va pas tous les voir parce que l'idée de la gamme un petit peu, c'est qu'il va y avoir de nombreux embranchements scénaristiques, d'où le côté un petit peu également livre dont vous êtes le héros. Et il y a l'air d'avoir plein de choses à faire, notamment hop là, je vous les montre pas mais moi j'ai un peu regardé, il y a des cartes d'état, il y a des objets à trouver qui vont vous donner des bonus ou autres, ou des objets clés pour les scénarios, il y a des petits tokens qui représentent tout un tas de saloperies tentaculaires ou pas. Bref, on est vraiment dans du Lovecraft. Ça me plaît d'avance. Hop là. Est-ce qu'on n'aurait pas fini cette vidéo, Alice? Je regarde, je vérifie. Ah bah ça tombe bien, j'ai presque plus de batterie. On va passer au focus sur Kites. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Kites, un jeu de Kevin Amano illustré par Beth Sobel. Beth Sobel qui a fait pas mal de jeux que vous allez reconnaître probablement. Il y a du Wingspan, il y a du Calico, Extinction. il y a du Extinction, souvent des jeux avec des animaux. Là il n'y a pas vraiment des animaux puisque la thématique ce sont des cerfs-volants, mais ce sont des cerfs-volants qui souvent représentent des animaux. Illustration magnifique, même si c'est pas le cœur du jeu puisque on va avoir ici des cartes, ici des sabliers, et les cartes sont surtout là pour nous donner des informations, mais c'est quand même très très joli, il faut le dire. C'est un jeu familial à partir de 10 ans pour 2 à 6 personnes et pour des parties de 5 à 10 minutes. Ça peut aller beaucoup plus vite si vous échouez un peu plus tôt. Et 10 ans. Ouais, franchement, si vous avez des enfants qui sont habitués à faire du jeu de société à la maison, et qui sont rapides, on peut jouer déjà un peu plus tôt. Et effectivement, puisque c'est un jeu, on joue en temps réel. Que va-t-on y faire? On va avoir des sabliers ici de différentes durées. Il y en a qui vont vous embêter, notamment celui-ci le rouge, parce qu'il va se vider beaucoup plus vite. Puis il y en a des un petit peu plus longs, comme celui-ci le blanc. Et on va avoir des cartes. Le but du jeu, ça va être de jouer toutes ces cartes, celles de votre main, celles de votre pioche, sans que l'un de ces sabliers arrive à 0. Alors au début c'est facile, ils sont tous couchés, mais vous allez devoir les lever, c'est obligatoire. On lance le cerf-volant. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il faudra jamais que ce sablier se vide. Et donc c'est très simple, on va avoir des cartes en main, donc ça dépend du nombre de joueurs, vous aurez toujours un nombre de cartes en main, donc ici 5 pour 2 joueurs. Et on vous montre un petit peu les cartes. Il va y avoir 2 types de cartes. Il va y avoir les cartes, hop là, nous allons avoir 2 couleurs, ici le rouge et le jaune. Si je joue cette carte devant moi, eh bien je vais devoir immédiatement retourner le rouge et le jaune. On le fera après parce qu'il y a une autre petite chose à faire avant. Ou alors les monocouleurs, et là vous allez retourner forcément soit le sablier en question, donc le orange, soit ça peut être le sablier blanc. Le sablier blanc, il va falloir le surveiller. Ce sablier blanc, c'est très simple, c'est lui qui va sonner le départ. On le lève, on prend connaissance de nos cartes, on discute un petit peu, ça, on a le droit de dire ce qu'on veut. Alors moi j'ai du rouge, ça tombe bien parce que le rouge vous allez en avoir besoin souvent, mais on va pas lancer le sablier rouge de suite, on va lancer, hop là, je joue une carte violet et orange, hop là, et je repioche aussitôt, et c'est à toi Alice. Moi je vais retourner le rouge et le bleu. Ok, hop désormais là. Il faut surveiller le rouge, on n'a pas lancé le jaune. On n'est pas obligé de le lancer. On n'est pas du tout obligé de le lancer, on va quand même le faire. Je joue le jaune et le violet. Attention, j'ai retourné le violet un peu vite, donc le violet va être surveillé, mais heureusement, tu as du violet. Oui. C'était complètement au pifomètre, même si je pourrais voir tes cartes, si je voulais évidemment le rouge nous menace à nouveau. Est-ce que je vais retourner le rouge? Est-ce que je vais retourner le blanc? Et voilà, vous avez compris l'intérêt du jeu. Hop là, le rouge se termine et admettons que on avait encore des cartes en main et on avait perdu. Il y a une dernière phase de jeu, c'est lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, il vous reste seulement les cartes en main, il va falloir vous en débarrasser. On n'a plus du tout le droit, lors du grand final, de retourner le blanc, donc il faudra essayer de jongler avec les autres pour essayer de s'en sortir. C'est très fun, c'est très vivant. C'est plutôt facile en vrai. Enfin, c'est très dur de gagner par contre. C'est pas facile de gagner, oui. Mais en termes de règles, en tout cas, c'est une évidence totale. Là, je pense que vous pourriez jouer à 2-3 nuances play. Notamment, il y a des cartes supplémentaires. Oh oui. Pour ceux qui aiment le challenge, pour ceux qui aiment les défis. Tout à fait. Déjà, c'est modulable. C'est pour ça qu'on disait 8 ans, ça passe. Parce qu'il y a déjà un module pour que ce soit plus simple. C'est-à-dire que là où il y a double couleur, quand vous la jouez, vous pouvez décider de retourner un sablier ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de retourner les deux. Donc c'est plus facile, vous êtes moins dirigé et imposé par les cartes. Par contre, le module difficile, il y a 3 cartes qui existent avec des petits symboles noirs. En vrai, il y en a plusieurs, des exemplaires de chaque, mais vous en mettez autant que vous voulez dans le paquet de cartes global. C'est comme Pandémique, plus vous en mettez, plus ça va être difficile. Pas trop au début. Ouais. Déjà, essayez de maîtriser le jeu de base, mais bon, c'est très drôle. Vous avez déjà c'est les cordes emmêlées. En gros, quand vous la piochez,
et ben vous n'avez pas le droit de le dire que vous avez ça en main. Par contre, quand ce sera à votre tour, vous êtes obligé de la jouer. Quand vous la jouez, et ben vous annoncez corde en mêlée et vous allez devoir échanger une carte avec votre voisin de droite et une avec votre voisin de gauche. C'est le dawa. Le temps que vous arrivez à faire les gestes et que vous repreniez les cartes compliqué. et que vous preniez connaissance de vos nouvelles infos, vous avez déjà perdu 3000 ans. Une autre, c'est l'avion. L'avion, il y a un avion qui passe dans le ciel, vous entendez pas parler, et littéralement vous n'avez pas le droit de parler pendant un tour entier jusqu'à ce que votre avion que vous aviez posé soit recouvert. Sachant que la communication, c'est genre le cœur de ce jeu. C'est le jeu. C'est la mort, parce que vous êtes tout le temps à faire... Ouais, c'est ça. Parce que normalement, à l'oral, vous dites attention, le jaune va se retourner. C'est ça. Là, vous pouvez pas. Donc, c'est très dur. Et le dernier, c'est tempête en formation. C'est le seul que vous avez le droit d'annoncer quand vous le piochez, parce que ça va beaucoup changer de choses. Changer beaucoup de choses, c'est pareil. Le temps que ça revienne à vous, on va essayer de se préparer, parce que quand vous la jouez, on va retourner tous les sabliers. Donc c'est pour ça que vous devez l'annoncer, parce que on va essayer de se préparer pendant le tour. Il faut, sinon c'est fatal. C'est la mort. Voilà les 3 cartes de difficulté. Donc déjà, on a 3 modes de jeu. Un facile, moyen et difficile. Donc déjà, c'est très cool. Bah oui, on peut jauger vraiment de ce qu'on a envie. Il y a des petits détails déjà daltonien friendly, c'est-à-dire que vous avez sur les cartes et sur les sabliers des symboles, c'est-à-dire que le violet, ce sera un dessin de petit avion en papier, que vous allez donc retrouver ici et ici. Le jaune, c'est une petite étoile, etc., etc. Donc, du coup, pour nos chers amis daltoniens, c'est parfaitement jouable. Y a pas de souci. Petit détail. Il faudra juste penser à dire étoile, 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 oui. Ouais, etc. Plutôt. Communiquer tout le temps, communiquer, et ça va vraiment vous forger la communication. Je pense qu'une fois qu'on est devenu très très bon à Kyle, s'il y a plein de jeux coop, ouais. On va devenir encore meilleur, parce que clair. Ça vous oblige à optimiser les informations que vous donnez et la manière dont vous les recevez également. Et tous les sabliers, c'est cool différemment. Exactement, vous l'avez vu, on vous l'a répété plusieurs fois, le rouge il va vous embêter. Pourquoi? Le rouge il va très 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 vite. J'ai plus les secondes exactement en tête, mais c'est marqué dans le livre. Le orange il va assez vite aussi, les autres ils vont moins vous embêter, mais ils sont toujours à surveiller. Et même des fois, on a tendance à oublier par exemple le violet qui est pépère dans son coin, il met longtemps à s'écouler parce qu'on surveille bien trop les autres, et là, vous allez perdre bêtement avec ça. Ouais. Et ne pas retourner trop vite non plus des sabliers que vous venez déjà de retourner, parce que si vous aviez déjà attendu précédemment, il n'y a pas beaucoup de sable, il y a tellement de pièges. Vous pouvez temporiser aussi, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner, vous pouvez dire ok, je vais attendre un peu, comme ça c'est plus optimisé. Et dernier truc cool, c'est que vous n'êtes pas tout le temps sous pression. Ce jeu a vraiment un rythme qu'on peut vraiment associer au thème. Finalement, il n'est pas si calqué que ça. Parce que y a des fois où vous êtes tranquille, genre tous les sabliers sont bien, ils s'écoulent tranquillement, donc ça y est, votre cerf-volant, il plane tranquille. Puis là, d'un coup, vous faites « Oh, mais en fait, il y a lui !» Et là, il est en train de s'écraser, vous êtes « Oh !» Et du coup, c'est fluctuant. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir d'autres thématiques, mais je pense que la thématique des cerfs-volants, c'était la meilleure thématique qu'il était possible de choisir sur ce jeu, de loin. Ouais. Donc du coup c'est ça qui est cool, c'est que vous n'êtes pas tout le temps sous pression et vous n'allez pas crever d'une crise cardiaque, c'est vraiment, c'est pas tout le temps survolté. Donc voilà, c'est très riche. On a adoré, hein, franchement, nous on s'est éclaté. Moi j'aime vraiment beaucoup le jeu. Ouais, on a enchaîné les parties. On a pas mal enchaîné les parties. Ça sort fin mars, normalement, si on dit pas de bêtises, il n'y a pas de changement de planning d'ici là. Et on vous a tourné une petite vidéo en live. Rouge et jaune, alors j'ai pas le choix. Vas-y, violet. J'ai pas de violet. Oh, moi non plus. J'en ai. Non, je viens de piocher du violet. J'ai du violet. Dépêchez-vous. Violet. J'ai pas, je viens de dire. C'est pas grave. Regarde, hop là. Le bleu. Hop là. Ça veut dire qu'on a passé la tempête en formation. Rouge, mais avec orange. T'as du orange avec? Non, il y a du jaune. Il y a du jaune. Il faut que je fasse, oui, allez, bleu, orange. Hop, allez, c'est parti. Si on joue vite, en fait, les sabliers ils stagnent. Bah, c'est un peu le but, hein. C'est de les laisser tous. En vrai, jouer tout n'importe quoi ensemble. Faut y aller. Je sais pas. Rouge, bien sûr. Rouge, bien sûr. Bien sûr, toujours. Ah ouais, mais du coup, ça fait le jaune avec. C'est pas grave. Le jaune n'est pas génial. Orange et bleu. J'ai pas d'orange. Oh, le blanc. Alex, le blanc. Et merde, c'est quoi? Et bleu, vas-y. Vite. Ah, il y a trop de trucs. Ah, c'est perdu. C'est perdu, regarde. On a vu que la tempête, on n'a même pas eu le temps de voir le reste. Mais on a passé la tempête, hein. Oh là là là. Nous fûmes pitoyables.